Peter Freeze se débat frénétiquement. La peur se lit dans son regard. Il est nu, il a les pieds et poings liés. Il a beau crier, personne ne l'entend. Et pour cause, il se trouve dans un bunker abandonné. L'endroit est sombre, humide, une odeur de pourriture flotte dans l'air. Une unique bougie projette sur les murs des ombres inquiétantes. Peter panique. Ce n'est qu'une question de temps avant que son ravisseur ne revienne. L'adolescent a été déshabillé, battu à coups de pieds et de poings. Puis son agresseur l'a ligoté et a tenté de l'agresser sexuellement. Ne parvenant pas à ses fins, il s'est alors redressé et s'est dirigé vers la sortie en lançant « Je vais revenir ». Peter en est certain, c'est la mort qui l'attend. Il faut sortir d'ici. Peter réfléchit à toute vitesse. Soudain, une idée lui vient. Il s'approche, non sans difficulté, de la bougie. Il approche ses liens de la flamme vacillante. Ça y est, il est libre. L'adolescent prend ses jambes à son cou et s'enfuit. La nuit tombe. Peter court. Il se précipite à la porte de la première maison qu'il croise sur son chemin. La police est prévenue. Peter Freeze est sain et sauf. La police s'est mise à la recherche de l'agresseur de Peter Freeze. L'intérieur du bunker est inspecté. Là, les policiers font une funeste découverte. 4 corps d'enfants. Après une rapide enquête de voisinage, tous les regards se tournent vers un seul et même suspect, un jeune homme de mauvaise réputation, Younger Barch, 19 ans, garçon boucher. Il est arrêté 3 jours plus tard, le 21 juin 1966. Mais qui est ce jeune homme au visage enfantin, accusé de 4 meurtres et une tentative de meurtre? Le jeune Jürgen naît le 6 novembre 1946 sous le nom de Karl-Heinz Zadrozinski à Essen, en Rhénanie-Westphalie. C'est un enfant illégitime. Sa mère, Anna, décède de la tuberculose peu de temps après sa naissance. Il passe donc les premiers mois de sa vie à l'hôpital, dépourvu de contact maternel. À 11 mois, son chemin va croiser celui de Gertrude Barch. Gertrude et son époux Gerhard Barch tiennent une boucherie à Essen. S'ils se rendent à l'hôpital, c'est que Gertrude doit y subir une hystérectomie, c'est-à-dire une ablation de l'utérus. C'est un moment charnière de sa vie, et c'est précisément à ce moment-là qu'elle rencontre le petit Karl-Heinz. On vient de lui retirer sa capacité à donner la vie, et ce petit orphelin se présente à elle. Immédiatement, Gertrude et son mari décident de recueillir le bambin. Les démarches administratives sont très compliquées, et l'adoption officielle n'aura finalement lieu que 7 ans plus tard, en 1954. Mais le couple ramène tout de même l'enfant chez eux, à Langeberg, et le renomme Jürgen. À l'hôpital, lorsqu'on le lui confie, Gertrude a la très agréable surprise d'apprendre que le petit, précoce, est déjà propre. Mais à son arrivée dans son nouveau foyer, il régresse, ce qui la dégoûte au plus haut point. Oui, Gertrude veut un bébé sans les inconvénients. Le jeune Jürgen connaît une enfance bien différente des autres garçons de son âge. Gertrude et Gerhard, mais surtout Gertrude je pense, sont terrifiés à l'idée que les autres enfants de la ville, ou même leurs parents, puissent faire des réflexions sur le fait que Jürgen ne soit pas leur fils biologique. Alors, sous prétexte de les protéger, Gertrude le tient éloigné des autres enfants, en le maintenant enfermé dans une pièce du sous-sol de la maison, dont les fenêtres sont grillagées. Jürgen passe ainsi les 6 premières années de sa vie enfermé. Il n'a pas non plus le droit de jouer avec d'autres enfants, car Gertrude lui interdit formellement de se salir. En fait, Gertrude a un TOC, un trouble obsessionnel compulsif. Elle est maniaque de propreté. Maladivement maniaque. C'est pourquoi elle s'occupe personnellement de l'hygiène de son fils, et ce, jusqu'à l'âge adulte. Elle le lave elle-même. Je me lavais moi-même les pieds et les mains, et ma mère me lavait la tête, le cou et le dos. Tout cela aurait encore pu être normal, mais elle descendait aussi sur le bas-ventre et sur le haut des cuisses, elle me lavait partout de haut en bas. Gertrude n'est pas seulement maniaque, elle est aussi violente, et frappe Jürgen sans raison. Les proches de la famille témoigneront de la présence d'hématomes sur le corps du garçon.
Gerhardt songe même au divorce. À ce sujet, il dit « Il faut que je rentre. Sinon, elle va finir par me le tuer. » Gerhardt décide même d'ouvrir une seconde boucherie dont il confie la gestion à sa femme. C'est un moyen pour lui d'éloigner Gertrude de son fils. Jürgen, quant à lui, évoque les coups de sa mère en ces termes. Lorsque ma mère revenait comme un dragon de la boutique, si je me trouvais sur son chemin, je prenais une paire de claques. Uniquement parce que j'étais sur son passage. Et quelques minutes après, j'étais de nouveau le petit garçon qu'il fallait prendre dans ses bras et embrasser. Alors elle s'étonnait que j'aie peur et me défende. En octobre 1958, à l'âge de 12 ans, Gertrude et Gerhard décident de placer Jürgen au pensionnat catholique des Salésiens Don Boscos de l'abbaye de Marienhausen à Alhausen-Rheingau. C'est un très grand établissement qui accueille environ 300 pensionnaires. Là-bas, Jürgen doit se soumettre à une discipline de fer et à de multiples mauvais traitements. Les coups pleuvent à toute heure du jour et de la nuit. Les pensionnaires subissent de nombreuses punitions parfois sadiques. Et par-dessus tout, les contacts entre les garçons sont interdits. Jürgen explique lui-même. Il considérait que toute amitié en tant que telle était suspecte. Il pensait que si on se faisait un ami, on lui mettait forcément la main à la braguette. Derrière le moindre regard, il soupçonnait toujours quelque chose de sexuel. C'est à cette époque que Jürgen se découvre une attirance pour les jeunes garçons. Les années passées au pensionnat sont particulièrement difficiles. C'est à cette période que Jürgen découvre qu'il a été adopté. En classe, les autres élèves se moquent souvent de lui. Un jour, alors qu'il a de la fièvre et qu'il est cloué au lit, le père Gerhard Putz pénètre dans sa chambre. Jürgen est agressé sexuellement ce jour-là. À la suite de cet événement, en 1960, il fugue à 2 reprises. Jürgen se met à développer des fantasmes sadiques qu'il explore en s'exerçant sur ses camarades. Il aurait fait une centaine de tentatives de meurtre. Il se fait connaître de la police pour avoir agressé sexuellement et torturé un garçon qu'il a attiré dans l'ancien abri anti-aérien du quartier Obersonfeld de Hiegerstraße. Jürgen passe devant le tribunal pour coups et blessures, mais il parvient à manipuler le juge en lui faisant croire qu'il s'agissait simplement d'une bagarre entre jeunes et qu'il n'a fait que se défendre. Après avoir quitté le pensionnat, Jürgen Bartsch se met à exercer en tant qu'apprenti boucher aux côtés de ses parents adoptifs. Ce n'est pas une vocation, mais comme il n'a aucune idée de ce qu'il a envie de faire de sa vie, son père le prend naturellement sous son aile. Le métier ne lui plaît pas. Abattre et dépecer les bêtes le dégoûte. Il préfère de loin la vente derrière le comptoir. Jürgen prend l'habitude d'aller faire un tour le plus souvent possible, loin de la boucherie. Au début, il vole l'argent de la caisse pour payer ses taxis. Ses parents ne le soupçonneront jamais, même si ses retraits d'argent les mettent pratiquement sur la paille. Lorsqu'il obtient son permis, il emprunte le petit camion de livraison de la boucherie. Lors de ses escapades, Jürgen se rend en général aux foires paroissiales des environs. Souvent, il invite de jeunes garçons à faire un tour de manège. Équipé d'une valise, il prétend travailler pour une compagnie d'assurance et affirme qu'il doit récupérer des diamants dans un tunnel. La plupart du temps, les enfants ne croient pas à son histoire. Et puis un jour, un homme lui demande en blaguant « Tu fais quoi avec ta Kindersarg ?» ce qui veut dire « ton cercueil pour enfants ». Jürgen s'est donc séparé de sa valise. Après la foire, l'apprenti boucher entraîne ses proies dans un pub à la sortie de la ville. Il leur commande un jus de pomme, leur offre un peu d'argent et prend lui-même une bière. Il prend garde à ne pas trop boire pour rester suffisamment sobre en vue des faits qu'il s'apprête à commettre. À 15 ans, Jürgen commet son premier meurtre. Il entraîne le jeune Klaus Jung, 8 ans, dans le bunker abandonné. Au début, il ne s'agissait que de déshabiller, de manipuler, et ainsi de suite. Plus tard, quand il y a eu le besoin de tuer, il s'est presque tout de suite accompagné de celui de découper. D'abord, je n'avais que des lames de rasoir, mais après la première fois j'ai commencé à penser au couteau. À nos couteaux. 3 ans après son premier crime, durant l'été 1965,
Jürgen attire une autre victime, Peter Fuchs, 13 ans, dans son antre. Il le ligote, le viole et l'étrangle. 8 jours plus tard, il récidive avec Ulrich Kallweiss, 11 ans. S'ensuit une pause prolongée. Mais le 8 mai 1966, le besoin de tuer l'emporte à nouveau. Cette fois, c'est Manfred Grassmann, 11 ans, qui l'enlève dans sa cachette. Il le force à se déshabiller, l'agresse sexuellement, puis le tue. Après chaque crime, Jürgen démembre les petits corps avec ses couteaux de boucher et vide leurs entrailles. Je préfère pas t'en dire plus sur les atroces sévices qu'il fait subir aux cadavres de ces jeunes garçons, parce que c'est vraiment insoutenable. Jürgen Bartsch n'atteint l'orgasme qu'en découpant le corps de ses victimes. Lorsqu'il a fini, il enterre les restes dans le bunker. Tout ça, c'est plutôt ironique quand on y pense, parce qu'il ne supporte pas l'abattoir à la boucherie. Quelques semaines plus tard, le 18 juin 1966, Bartsch parcourt Wuppertal à la recherche de sa prochaine victime et rencontre Peter Fries, 14 ans. Fidèle à son mode opératoire, il l'entraîne dans son bunker. Mais il se fait tard, et Jürgen est attendu chez ses parents à 19h pour dîner, devant le journal télévisé. Il quitte alors les lieux et, heureusement, Peter parvient à s'échapper. Après son arrestation, Jürgen Bartsch reconnaît rapidement les faits. Il se confie sur son enfance malheureuse et décrit en détail chaque meurtre. Le procès a lieu en novembre 1967 au tribunal du district de Wuppertal. L'affaire attire l'attention des médias dans tout le pays. Les jurés ne mettent que quelques jours à trancher. Jürgen est considéré pleinement responsable de ses actes. Il est déclaré coupable et condamné 5 fois à la réclusion à perpétuité pour 4 meurtres, une tentative de meurtre, enlèvement et séquestration, viol sur mineur. La défense fait immédiatement appel de ce verdict. En 1971 a lieu un second procès. Jürgen est représenté par maître Rolf Bossi, un ténor du barreau en Allemagne. La cour annule le jugement de première instance et transmet le dossier à la Chambre de la jeunesse de Düsseldorf. Le procès doit statuer sur la responsabilité pénale de Jürgen. Pour cela, la défense fait appel à un grand nombre d'experts, 2 légistes, 3 psychologues, 5 psychiatres et un directeur de l'Institut universitaire de sexologie. Les déclarations de ces derniers établissent l'abolition du discernement de l'accusé. Il est mineur au moment des faits et n'est pas en mesure de contrôler ses pulsions. Bartsch est donc finalement condamné à 10 ans de détention et un placement dans un hôpital psychiatrique d'Eckelborn. Il y épouse une infirmière, Gisela, en 1974. Gertrude lui rend régulièrement visite. Elle lui apporte des romans policiers, des bandes dessinées et des accessoires pour faire des tours de magie, activité qu'il affectionnait et pratiquait régulièrement avant sa condamnation. À l'hôpital, différentes thérapies sont proposées à Jürgen, mais celui-ci les refuse. Néanmoins, il est toujours confronté à des fantasmes sadiques et des pulsions de meurtre qui l'obsèdent. Alors, quand on lui propose la castration, il finit par accepter. Cette opération pourrait lui permettre de quitter le service psychiatrique. On le conduit sur la table d'opération. Là, le chirurgien pratique une anesthésie. À cette époque, le métier d'anesthésiste n'existe pas encore. C'est le chirurgien qui supervise cette étape. L'un des produits utilisés pour l'anesthésie a été surdosé 10 fois. Bartsch subit un effondrement circulatoire et meurt au cours de l'opération. Il a été enterré dans l'anonymat à Essen. Son prénom n'est pas mentionné sur la pierre tombale. Le chirurgien qui a opéré Jürgen a écopé d'une peine de prison avec sursis. Une enquête sur le père Putz qui l'avait agressé au pensionnat n'a rien donné. Comme pour beaucoup de tueurs en série, l'enfance de Jürgen Bartsch a été difficile. L'absence de sa mère à la naissance, une mère adoptive
abusive, aucun camarade auprès de qui grandir. Et puis, il y a le pensionnat où il a subi des abus et une agression sexuelle. Jürgen a dû réprimer sa souffrance pour ne rien laisser paraître. En grandissant, il a reproduit la violence qu'il a subie sur des enfants plus jeunes, plus faibles. Puis, les pulsions perverses sont arrivées. Selon la psychanalyste Alice Miller, l'utilisation du bunker abandonné rappelle la propre détention de Jürgen, lorsque sa mère l'enfermait au sous-sol quand il était enfant. Tout cela n'excuse bien évidemment en rien les actes horribles qu'il a commis. Je tiens à mentionner que cette vidéo s'appuie sur le documentaire Die großen Kriminalfälle Jürgen Bartsch, dont est issue une grande partie de mes visuels. Il est en allemand, mais si toutefois tu souhaites le regarder, je te mets le lien en barre d'infos. Donc, qu'est-ce que tu as pensé de cette affaire ? Pour ma part, j'ai été très attristée de constater qu'il n'y a aucune information en ligne pour connaître mieux les victimes. Quelles sont leurs passions ? Quelles sont leurs personnalités ? Rien de tout cela n'est trouvable sur Internet. Alors, mes derniers mots iront pour elles. Klaus, Peter, Ulrich, Manfred, nous ne vous oublions pas. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, de laisser un petit pouce en l'air et n'hésite pas à donner ton opinion en commentaire. À la prochaine.